Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herveau. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation avec notre invité jusqu'à 13h30. Ce midi, il est metteur en scène et co-directeur d'une compagnie, le Moonstrom Théâtre, dont la singularité fait parler à chaque pièce montée. On aura l'occasion de lui demander de décrire son travail. Pensionnaire de la Comédie Française durant 4 ans et jusqu'en 2016, c'est à ses anciens camarades de la troupe qu'il fait appel pour mettre en scène une pièce de Molière, une comédie en un acte, Le mariage forcé, dont le caractère féministe très actuel résonne depuis hier soir au Théâtre du Rond-Point à Paris et jusqu'au 1er mars. Louis Arène, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Alors la magie du théâtre, si j'ai tout bien compris, Louis Arène, c'est de reprendre, de remettre à jour. Et c'est donc le cas hier, avec une reprise de cette mise en scène du mariage forcé dans une nouvelle salle. Qu'est-ce que ça signifie pour vous en tant que metteur en scène ? Je crois que c'est même avant tout en tant que comédien, parce que j'ai le plaisir de retrouver cette bande d'acteurs et d'actrices que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrés pendant mes années de pensionnariat à la Comédie Française. Donc il y avait avant tout ce plaisir, j'ai envie de dire, de la camaraderie. Quand Éric Ruff m'a proposé de créer ce spectacle en 2022, c'est une reprise, hein, c'est un spectacle qu'on a créé au Studio Théâtre, dans une salle beaucoup plus petite. Donc il y a cette particularité-là pour les 400 ans de Molière. Et à l'invitation du Théâtre du Rond-Point, on nous a proposé d'agrandir un peu le spectacle, de passer à une salle un petit peu plus grande. Donc le défi, c'était ça, c'est-à-dire le spectacle se crée dans un univers assez carcéral, étouffant. Et le défi, c'est de passer à une grande salle et de garder cette chose-là. Mais avant tout, oui, c'est un grand plaisir de retrouver cette bande. Alors vous allez nous décrire effectivement le dispositif scénique dans un instant, mais donc reprendre une pièce, remettre à jour, comme on remet à jour aussi le texte de Molière et l'histoire originelle et originelle de cette comédie farce. Comment vous la présentez-vous ? Oui, je crois que il y a ce plaisir de la farce. Il y a quelque chose, c'est une pièce très courte en un acte, très efficace. Qui m'a séduit tout de suite à la lecture par sa drôlerie et sa radicalité. C'est vraiment une ligne à partir de la première réplique. Il y a un fil, une spirale infernale descendante qui se déroule. Le cauchemar de Sganarelle, donc qui, pour résumer rapidement peut-être l'histoire pour nos chers auditeurs, qui a jeté son dévolu, qui souhaite se marier, qui est un vieux bourgeois vaniteux, très sûr de lui, et qui a jeté son dévolu sur une jeune Dorimène, évidemment beaucoup plus jeune que lui. Il la connaît à peine, mais elle est très jolie et ça lui va très bien. Et puis il la rencontre, et là les choses basculent, parce qu'il va se rendre compte que pour Dorimène, le mariage, c'est pas du tout passer d'une prison à une autre, c'est justement fuir la prison de son père, la prison de la famille, et puis profiter de l'argent de son mari, se faire des amis, et plus que ça si possible, dépenser de l'argent, être libre en fait. Elle utilise le mariage, qui est la cellule patriarcale par excellence, comme un outil de libération. Et ça c'est très fort pour l'époque, c'est un retournement qui s'opère à cet endroit-là, et quand Sganarelle comprend cela, il va commencer à douter de son entreprise, de son envie de se marier, donc il va demander à des philosophes, il va aller voir des voyantes, il va consulter, parce qu'il va avoir cette peur irrépressible, presque irrationnelle d'être cocu, d'être cocufié par cette femme. Et alors ça, c'est vraiment la chose infernale, absolue à éviter. Mais malgré tout, il va être forcé à être marié par cette jeune fille et par sa famille. Il y a une espèce de mafia qui s'installe autour de lui, et il ne va absolument pas pouvoir échapper à ce mariage. Homme qui possède superlativé, fable, mythologie, histoire, astronomie, médecine, astrologie, physiologie... Je suis de retour dans un moment qu'on ait bien soin du logis et que tout aille comme il faut. Seigneur Geronimo. Oh, le beau mariage. Oh, le beau mariage. Oui, je te soutiendrai par vive raison que tu es un ignorant, ignorantissime, ignorantifiant, ignorantifié. Dans les 12 ans, moi je crains d'être coquille. Oui, coquille, je serai coquille, oui ou non?
Votre mise en scène, Louis Arène, du mariage forcé de Molière, jusqu'au 1er mars, donc au Théâtre du Rond-Point, avec la troupe de la Comédie Française, dont on a parlé tout à l'heure, Judy Sicard, Sylvia Berger, Christian Eck, Benjamin Laverne et Gaël et Camille Indy. On y est dans cette farce. On est plongé là, effectivement, dans cet inversement des rôles. Vous l'avez dit, Sganarelle, personnage emblématique de Molière, certes, hein, il est présent dans cette pièce de Jean-Baptiste Poquelin, qui est donc l'emblème, le symbole de ce patriarcat. Il est au début fier de lui, très orgueilleux, dans la domination totale vis-à-vis de cette jeune femme qu'il va épouser. Il est très vieux. Il a 50 ans passés. À l'époque de Molière, c'est très très vieux. Oui, et ce renversement de trajectoire, pour lui, c'est ça qui crée la comédie, c'est ça qui crée ce renversement, ce retournement qui crée la farce. Oui, c'est ça, parce que ça s'appuie sur une tragédie, sur une vérité qui est tragique. C'est-à-dire que ça nous parle aujourd'hui, mais à l'époque de Molière, c'était très courant qu'on marie des très jeunes filles à des vieux barbons. Mais quand c'est traité souvent sous le thème de la comédie, souvent dans la comédie, le mariage est annulé et la jeune fille se marie avec le jeune homme. Et tout finit bien. Et tout finit bien. Là, la force, c'est que ils vont se marier et que le mariage va se faire, mais sauf que c'est le mari qui va se retrouver, l'homme qui va se retrouver forcé. Et il y a ce renversement qui est opéré, qui fait apparaître les dysfonctionnements des rapports hommes-femmes, du patriarcat, vous l'avez dit, des normes hétérogenrées. Et du coup, il y a un vrai plaisir, on disait de farce à rentrer à jouer de ces mécanismes-là, qui est assez jouissif. Quand vous lisez cette pièce et que vous vous dites je vais peut-être la mettre en scène, vous pensez immédiatement à cette modernité? Oui, en fait, j'ai eu de la chance de tomber sur le mariage forcé, parce que quand Éric Ruff m'a proposé de choisir, il m'a laissé carte blanche, à part quelques titres qui étaient déjà réservés pour l'année Molière, et j'ai tout relu. Et bon, il y a les grands chefs-d'œuvre, voilà. Bon, qui sont aussi des pièces de musée quelque part. Enfin, moi, j'admire beaucoup Molière pour ce goût de la farce, de l'humour, de l'irrévérence, mais j'avais envie quand même de trouver quelque chose qui nous heurte encore, qui nous parle aujourd'hui. Et en relisant cette pièce, j'ai trouvé qu'il y avait une charge féministe, anti-patriarcale avant l'heure, qui était absolument magnifique, et un panache en s'emparant de ces thèmes-là. Et puis j'ai aussi réalisé qu'avec on en parlera peut-être après, mais qu'avec l'outil du masque, qui est un petit peu notre spécificité, enfin ce sur quoi on travaille avec Lionel Dingelzer, avec qui je dirige le Moonstrom Théâtre, on pouvait réactiver encore plus les thèmes de la pièce. Effectivement, ça rend ces personnages totalement intemporels. On va décrire parce que on est à la radio, et effectivement, ce n'est pas évident de se l'imaginer. Mais d'abord, il y a un inversement aussi des rôles parmi les comédiens de la Comédie Française, qui est que les hommes jouent des femmes et que les femmes jouent des hommes. Oui. Alors ça, si vous voulez, ce que je trouve formidable, ce que je trouve vraiment génial avec Molière, c'est ce renversement premier, qui fait qu'en fait on rit parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité, mais on reconnaît quand même dans la réalité, c'est la femme qui est forcée. Mais le fait que là ce soit l'homme, il y a une forme on se décale un peu par rapport à la réalité, mais on reconnaît quand même des situations réelles et qui existaient à l'époque et qui sont malheureusement encore présentes aujourd'hui. Et ça permet le rire, et ça permet cette distance, cette incongruité permet la réflexion. Et c'est une chose qu'on a voulu un peu tirer à un peu sur toute la mise en scène. On a inventé une sorte de dramaturgie du renversement qui est passée dans un premier temps par... Le décor est censé être une place publique. C'est ça. Les gens peuvent aller, venir, entrer, sortir. Et là, on a voulu s'inspirer du tréteau, de la farce du tréteau, mais en faire un espace cloisonné, fermé, impossible pour Sganarelle de sortir. On a retourné les costumes, on voit l'envers des costumes, on voit comment ils sont faits, on voit les faux corps, on voit l'artisanat, on voit que c'est du théâtre. Et finalement, et la cerise sur le gâteau, c'est que pas tous les rôles, mais les rôles majeurs en tout cas, sont joués. Les hommes sont joués par des femmes et les femmes sont jouées par des hommes. Et là, ça crée une tension qui est extrêmement intéressante, de manière sensible pour les spectateurs sur le plateau, parce que il y a des scènes assez dures dans la pièce. Il y a une scène d'agression sexuelle où la première rencontre entre Sganarelle et Dorimène, il lui explique un peu le menu, il lui explique comment ça va se passer avec lui.
et en gros qu'elle va être à sa disposition, qu'il va faire de lui ce qu'il voudra, qu'il pourra la tripoter comme elle le veut. Notamment à sa disposition sexuelle. Évidemment, bien sûr. Et donc on le montre ça dans la scène. Mais le fait que ce soit une femme, Julie Sicard, qui joue le rôle du Barbon, et Christian Eck qui joue Dorimène, ça permet, Julie jouant un mâle alpha, on va dire, et ça permet de tendre les thèmes, ça permet d'aller assez loin. Peut-être qu'on ne pourrait pas aller aussi loin si on avait gardé la distribution originale, classiquement. Et voilà, ça crée des zones de friction qui nous font penser, qui nous font nous reconnaître parfois, qui font aussi trouver de l'empathie, parce que Julie, elle a énormément de sensibilité, elle a une grande justesse dans le jeu, donc elle donne beaucoup de profondeur au rôle de Sganarelle. Au début, il est antipathique, on peut pas le sentir, et puis au fur et à mesure, on a de la tendresse pour lui, et là, ça devient intéressant théâtralement. Julie Sicard, donc, qui incarne Sganarelle et qui est sur scène durant tout cet acte, cette heure que dure la pièce, Louis Arène, dans une sorte de boîte blanche qui fait partie de cette mise en scène que vous avez dû d'ailleurs agrandir, si je dis pas de bêtises, pour s'adapter effectivement à cette nouvelle salle du Théâtre du Rond-Point et aux autres salles qui viennent après. Cette idée d'enfermement, de plan incliné aussi, parce que les déplacements sont du coup plus difficiles pour les comédiens et les comédiennes. Qu'est-ce que ça donne comme jeu? Quelle couleur ça donne au jeu de les mettre? Parce que on peut le dire, en tant que metteur en scène, vous les mettez un peu en difficulté. C'est tout à fait ça. Ça accidente le plateau. Ça fait que le terrain, le plateau de théâtre est un terrain pas miné, mais en tout cas, on n'est jamais stable. On n'est jamais en sécurité. On n'est jamais, et ça permet encore une fois de créer de la tension. Et cet espace fermé qui symbolise, qui pourrait représenter les angoisses, dans lesquelles sont murés, ou l'assurance dans laquelle se mure Sganarelle, cette vanité, ce mur de certitude, va retrouver, dans lesquels il s'est protégé, il s'est construit, va devenir une prison. Et il fallait qu'il soit instable aussi là-dedans, qu'il puisse pas en sortir, mais qu'il puisse jamais se poser non plus, qu'il soit comme un rat en cage. Avec effectivement cette idée aussi, parce qu'il faut le dire, on parle de sujets très sérieux depuis le début de cette émission, mais on rit beaucoup dans cette pièce. Oui, on rit beaucoup. Il y a effectivement aussi vous l'avez dit, des costumes, des formes, le décor. Il participe. On n'est pas gêné, mais on se dit qui sont ces personnages qui sont devant nous. Vous parliez de ces faux corps, par exemple. Vous avez travaillé aussi sur les costumes avec une costumière de la Comédie Française, Colombe Loriot-Prévost, qui ont quel objectif? De nous dire que on pourrait se trouver dans cette scène, dans cette situation, on pourrait être à la place de ces personnages aussi. Oui, on pourrait être, ou en tout cas, on cherche à créer des endroits de connivence, et le rire, il permet aussi de faire une certaine détente, il crée de l'empathie en fait. On rit parce qu'il y a une forme d'empathie. Et c'est plus, qu'on se reconnaisse soi-même dans ces mécanismes-là, parce que, encore une fois, la justesse du jeu de Julie et de tous les comédiens et les comédiennes permet de nous reconnaître et de ne pas faire de Sganarelle une personne qu'on tient à distance, sur lequel on va coller un MeToo. Ça devient plus complexe que ça, et le fait que ce soit un espace mental qui n'est pas réaliste, on est dans la tête de ce personnage, on est dans notre propre tête, et ça permet de nous questionner sur nos propres rapports à ces injonctions à la virilité, notre propre rapport. Pour moi, le théâtre, il nous convoque intimement à chaque fois. Il doit nous convoquer intimement. Il ne doit pas juste nous montrer des archétypes et on en rit. On en rit. C'est pour ça que c'est sombre aussi. C'est parce que on reconnaît nos parts d'incertitude, notre inconscient, comment fonctionne notre inconscient. Et le plateau doit servir à mettre ça en exergue. Mettre sur un piédestal toutes nos contradictions, et donc j'espère qu'on est le rire et l'effroi, qui sont toujours mêlés dans mon travail, dans notre travail au Moonstrom. Le rire et l'effroi, le basculement de l'un à l'autre sans cesse, il doit servir à ça, à nous faire penser en fait, à nous reconnaître, ou nous faire peut-être avoir peur de nous-mêmes parfois.
Vous nous avez parlé de l'autre dispositif qui est fréquent et récurrent chez vous. On va en parler bien sûr. Ce sont ces masques. Alors, ce ne sont pas des masques auxquels on peut penser. Ce sont des formes de casques, je dirais, qui ne couvrent que les yeux, enfin que le haut du visage, en tout cas. Quelle est l'idée aussi derrière ce truc de metteur en scène? Mais il y a une idée plus profonde derrière, Louis Arène. Alors, le masque, il nous reste combien de temps? On a jusqu'à 13h30. Allons-y. Le masque, c'est vraiment, avec Lionel Lingelzer, avec qui on a créé la compagnie, c'est vraiment le fer de lance de notre travail. Jusqu'à présent, en tout cas, j'espère qu'on le dépassera peut-être. Mais pour nous, c'est un puits sans fond, quelque part. On arrive à toujours trouver une autre facette. Et avant tout, c'est un outil dramaturgique pour nous. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on vient plaquer de manière formelle. Et donc, dans le mariage forcé, alors, qu'est-ce que ça permet à ces personnages? Vous me laissez répondre sur le masque, un petit peu. C'est l'objet théâtral par excellence, le masque. On l'a retrouvé dans toutes les civilisations, sur tous les continents, depuis l'aube de l'humanité. Il a servi à communiquer avec les dieux, il sert à la transe, il sert à la fête. C'est un objet très très complexe qui nous permet de travailler à la fois sur le comique et à la fois sur quelque chose de beaucoup plus mystérieux, sur la mort. C'est un visage figé, c'est le visage de la mort. Il permet de travailler sur des lignes de tension très très fortes. Le rire et l'effroi, on l'a dit, le kitsch et le sublime, le sacré et le profane. C'est voilà, un objet polymorphe magnifique. Traditionnellement, le masque, il est, comme là, les auditeurs peut-être se le représentent, c'est le masque de la commedia dell'arte. C'est des masques en cuir, c'est des masques expressifs, avec des gros nez, etc. Moi, je balaye ça, on a balayé ça, et ce qui m'intéresse plus, c'est ce qu'il enlève, le masque. Donc, c'est des masques qui sont pas expressifs, en fait. C'est des masques si ce n'est une sorte d'effarement métaphysique face à la vie. Et du coup, ce qui m'intéresse plus, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce qu'il enlève du visage de l'acteur, créer ce mystère sur le plateau. Et voilà, ce qu'on enlève souvent, une théâtralité qui efface, qui cache, elle nous permet de penser. Et là, le masque, bon, pour en revenir précisément au mariage forcé, il nous permet de jouer sur ce jeu sur l'inversion. On en a parlé, l'inversion des sexes, l'inversion des genres. Mais c'est vraiment le cœur de la pièce. Donc, il devient vraiment un outil dramaturgique pour tendre les thèmes de la pièce et créer des retournements successifs jusqu'à l'image finale qui nous permettent d'ouvrir les sens, je dirais. En fait, ce concept de masque qui est dans la commedia dell'arte m'a particulièrement fasciné parce que j'ai trouvé justement un rapport avec l'histoire de la créature, du vécu de l'acteur sur les rôles précédents qui se greffent à une nouvelle création. Et les masques sont basés sur des types. Et ces types supposent, de la part du spectateur, un certain nombre de présupposés, en fait. Le masque de la commedia dell'arte est souvent un demi-masque, en fait, qui prend uniquement la partie supérieure, qui donc laisse la voix libre, mais aussi, évidemment, le corps et une partie du visage. Sachant que intervenait aussi dans le concept du masque un élément différent, qui est celui de la caricature, de l'expression exagérée, qui est figée, pour ainsi dire, dans le masque. C'est ça, Louis Arène, que vous nous expliquiez sur ces masques de la commedia dell'arte dans la voix de l'essayiste et historien Christian Viviani. C'était en 2016 sur France Culture. Ça, c'est l'origine des masques, oui. En tout cas dans le théâtre. Vous dépassez tout cela, vous nous l'avez expliqué, et vous transformez ce masque comme une seconde peau, oui, en quelque sorte. Oui, il y a à une certaine distance, on ne voit plus la différence entre entre le masque et le visage. Donc ça crée cette étrangeté, ça unit aussi les corps, parce que vous le disiez, c'est des masques qui recouvrent tout le crâne, qui sont chauves, pardon. C'est quelle matière d'ailleurs ? C'est une matière qui sert à faire des prothèses orthopédiques. Et donc qui travaille à la chaleur, et la particularité c'est qu'elle a de la même couleur que la peau, elle brille comme la peau, donc il y a un effet de réalisme comme ça. Oui, c'est pas le cuir ou le bois qu'on imagine, voilà. Et qui font vraiment presque une barrière, oui, entre le comédien et le spectateur. Là, véritablement, c'est une seconde peau, ça donne un effet très réaliste, presque monstrueux. Oui.
Oui, absolument. C'est des créatures qui ne sont plus tout à fait humaines. Est-ce que c'est des post-humains? On sent il s'est peut-être passé quelque chose pour que tout le monde ait cette drôle de tête. Une sorte d'apocalypse, peut-être. C'est des petites poupées rigolotes, mais un peu effrayantes aussi. Elles ont les joues roses. Il y a quelque chose d'assez enfantin aussi. Encore une fois, voilà, ça nous permet de travailler sur quelque chose sur des lignes de tension assez fortes. Comment vous faites pour diriger un comédien derrière un masque? Moi, je suis pas comédien, mais je me dis, je me sens protégé derrière ce masque. Donc, je peux faire peut-être n'importe quoi, ne pas écouter le metteur en scène, me laisser aller à modifier des choses, à ne pas montrer, à ne pas être assez expressif, puisqu'il y a ce Oui, masque. c'est toute la magie et la complexité du masque, c'est que en fait le masque expose énormément. Le masque il révèle. On voit tout sous un masque. On voit les faiblesses de l'acteur. On voit quand il essaye de faire. On voit quand il n'est pas disponible. Et au contraire quand il se passe quelque chose, c'est un miroir. C'est un miroir grossissant. Et ça c'est fascinant à voir en répétition. Donc il nécessite une forme d'abandon, une forme de confiance aussi dans l'objet parce on ne joue pas avec ceux avec quoi on a l'habitude, avec nos expressions, avec le visage. Donc on est dans un premier temps, l'acteur il est un peu démuni face à ça. Et comme l'extrait que vous avez passé le disait, il y a le corps qui vient prendre le relais. Donc c'est un jeu qui devient très technique au fur et à mesure. Il faut trouver le juste équilibre entre la sensibilité, la justesse et une grande technique, une grande technicité, parce qu'on doit jouer davantage avec le corps. Et bon, dans notre travail, on essaye d'affiner aussi cette chose-là, de pas travailler sur une corporalité grossière moi j'appelle ça du gros masque. Le gros masque, moi je déteste ça. Hein. La commedia dell'arte, c'est vraiment, voilà, j'essaie vraiment de faire autre chose, mais de trouver cette finesse-là dans le jeu. Oui, pour ceux qui seraient effrayés par les masques, les clowns, tous ces personnages qui parfois peuvent nous gêner certains spectateurs, on n'est pas du tout... Ou une théâtralité un peu poussiéreuse aussi. Là, je crois que la force du travail, c'est en utilisant cet outil ancestral, on essaye de travailler sur une théâtralité très contemporaine quand même. Il paraît, Louis Arène, que vous n'arrêtiez pas de dire aux comédiens et aux comédiennes de la comédie française, les yeux. Grands yeux. Les yeux. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans les yeux qui passe plus avec ce masque? Quand on porte un masque, c'est ce qui l'éveille, c'est ce qui le rend vivant. Parce que la particularité aussi du travail, c'est que ça nécessite un jeu plus que la vie. Les comédiens et les comédiennes en sortant d'une représentation, ils sont vidés. Parce qu'on demande, c'est un jeu qui nécessite une intensité, qui doit convoquer une vitalité de jeu extraordinaire. Et là, on en vient aussi au cœur de notre recherche avec ce spectacle-là, mais plus globalement avec le Moonstrom. On cherche à faire du moment de la représentation un moment de vie extraordinaire, un moment de vitalité qui doit nous sauver de la morosité et de l'apathie qui traverse notre société. C'est en ça que pour moi le théâtre est un art politique et le lieu du théâtre est un lieu du peuple, un lieu civique. On a une nécessité urgente à l'heure d'aujourd'hui à faire que le théâtre, moi je crois que le théâtre peut encore nous sauver. J'ai cette utopie là, mais et ce jeu là est l'incarnation d'une vitalité qui nous est de plus en plus ôtée au quotidien aujourd'hui. Ce masque qui donc traverse les spectacles de votre compagnie, le Moonstrom Théâtre, que vous avez créé avec Lionel Lingelzer. Je parlais en début d'émission des créations originales, une singularité. Qu'est-ce que, au-delà et vous venez d'en dire un mot, effectivement, créer un moment de partage. Alors ça veut dire que, par exemple, c'est comme si vous n'alliez pas au travail quand vous faites une pièce de théâtre. C'est un partage qui va au-delà de chacun son rôle. Le spectateur vient assister à un spectacle et le comédien, la comédienne vient jouer la comédie. Exactement, oui, vous l'avez dit, pour moi, c'est pas un travail, je fais ce que je dois faire. Et chercher à avoir une expérience
vitale, la plus intense possible. Et dans le théâtre, c'est l'outil que j'ai trouvé le plus cohérent, le plus juste, le plus intéressant, le plus joyeux aussi. On n'a pas encore prononcé ce mot, le mot de joie, mais je crois que c'est un outil de plus, le théâtre. Et le théâtre qu'on pratique au Moonstrom, un outil de plus pour faire grandir cette joie. Je parlais de cette vitalité qui est mise à mal aujourd'hui, voilà, c'est en rapport à cette joie que nous on guette à chaque instant dans le travail, à chaque instant. L'acteur doit être dans une. Ça veut pas dire, c'est pas une sorte de un bonnet heureux où travailler forcément sur des. Voilà, on parlait de la farce. La pièce est une farce, mais il y a quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est traverser ces complexités, ces horreurs aussi parfois, avec avant tout la flamme de la joie. La joie, donc c'est l'une des émotions que vous souhaitez transmettre avec les pièces que vous mettez en scène, Louis Arène, mais ça veut dire aussi de la joie pour la troupe. C'est pas simplement que pour le spectateur. Ah oui, en fait, c'est des vases communicants. C'est-à-dire, c'est pour eux. C'est un vrai travail. Il y a le spectacle. Quand on travaille, on a toujours en ligne de mire le spectacle. Il faut qu'on fasse un bel objet. Mais ce qui est tout aussi important, c'est l'aventure humaine qu'on construit ensemble. Ça aussi, c'est politique, de faire attention au rapport humain, faire attention à comment on traite ses camarades, que les gens soient pas au service, que la technique soit au même niveau que les acteurs, que les actrices, avoir du plaisir à se retrouver chaque matin. C'est tellement important de mettre en place ce dispositif-là. C'est tout aussi important que le spectacle. Et effectivement, donc ça passe par le choix des personnes avec qui on travaille et comment on se parle, voilà, tout ça. Et ce bien-être qui pourrait paraître évident dans un milieu théâtral, effectivement, où on parle souvent de passion, d'engagement, de choses qu'on fait avec ses tripes, par exemple, il n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que vous avez eu des expériences, vous, ailleurs, dans d'autres moments, dans d'autres endroits, où des témoignages de gens qui diraient que c'est difficile en fait comme métier, c'est dur. C'est parce que ce métier est très très difficile, parce qu'il nous ronge, il nous prend du matin jusqu'au soir. On le disait, c'est pas un travail, il y a pas de coupure entre je vais au travail et je rentre chez moi. C'est parce qu'il est si difficile et qu'il nous demande tellement, et que parfois il nous torture aussi, parfois de manière positive, que tant qu'à faire, il faut que ça se passe, on le fasse avec des gens qu'on aime, qu'on le fasse de manière la plus sereine possible, même si c'est quelque part c'est jamais le cas. Il faut arriver à faire que ce soit, à retourner les angoisses, et que ce soit un jeu, je pense, le plus possible. Who may tell the tale of the old man, away absence in a scale, meet want with a span, the sum assess of the world's woes, nothingness in words enclose. What will not abate one jot, but of what? Of the coming to, of the being at, of the going from, not's habitat. Of the long way, of the short stay, of the going back home the way he had come, of the empty heart, of the empty hands, of the dim mind wayfaring through barren lands, of a flame with dark winds hedged about, going out, gone out, of the empty heart, of the empty hands, of the dark mind stumbling through barren lands. That is of what will not abate one toss. Une archive comme on les aime, 1965. Louis Arène, qui crépite, exactement. Samuel Beckett qui lit donc 2 extraits de Watts, le dernier roman qu'il a écrit en 1942. Samuel Beckett, c'est un des chocs esthétiques de votre formation théâtrale aux côtés d'Alain Françon au conservatoire. Oui, en fait, c'est en parallèle justement des cours de masque avec Mario Gonzalez, où là, il y a une grande liberté, on s'amuse énormément, on joue des hommes, on joue des femmes, on joue des vieux, on improvise énormément. Parce qu'on l'a pas dit, le masque, c'est l'une des disciplines du conservatoire. Oui, alors ça s'apprend au conservatoire en tout cas. Oui, moi j'ai eu la chance, pense que c'est plus tout à fait comme ça maintenant, mais j'ai eu la chance sur mes 3 années de conservatoire, il y avait une vraie réflexion sur l'apprentissage du masque
il y a un outil pédagogique absolument formidable. Après, dans la forme, voilà, c'est contestable. Enfin, on a envie de la réinventer, mais qu'un outil pédagogique formidable et donc une vraie formation sur 3 ans parce que il y a une vraie technique qui doit être assimilée avant de pouvoir mettre un masque et de construire un personnage. Et ça, c'est très agréable. Et en parallèle de ça, j'ai découvert, grâce à Dominique Valadier et Alain Françon, des choses beaucoup moins réjouissantes, comme Édouard Bond, et puis d'autres tout aussi très réjouissantes qui sont comme Beckett, qui m'a avant tout fait rire. J'ai travaillé une scène de fin de partie avec Françon d'ailleurs, avec Benjamin Laverne qui joue dans Le Mariage forcé. On a travaillé tous les deux fin de partie. Et là, il y a un paysage nouveau qui s'est ouvert à moi sur la métaphysique sur un plateau, en fait. Parce que là, cette recherche de questionner, de pétrir de manière charnelle la métaphysique sur un plateau, en nous faisant balancer l'angoisse, l'effroi au comique. Donc ça a été effectivement une grande révélation, et puis qui est toujours un peu dans un coin de la tête, là, le décor du Mariage forcé, et fin de partie pourrait presque se jouer dans ce genre de décor. Ça vient d'où, ce désir de scène chez vous? Est-ce que vous avez ce souvenir où vous vous êtes dit « je veux être sur une scène devant des gens, devant un public et jouer quelque chose, dire quelque chose, m'exprimer en tout cas de cette façon-là » Je crois que c'est avant tout un plaisir d'enfant, évidemment, de faire, quand je faisais des petits spectacles à ma famille, et de plus en plus insupportable parce que je prenais de plus en plus de place. Donc, et comme moi j'aimais de plus en plus ça et que je voyais que il fallait mettre la table, il fallait ranger sa chambre, il fallait faire autre chose que de faire n'importe quoi. Ou bien réciter des poésies à l'école, ça je me souviens des grands plaisirs que j'ai eus. Oui, c'est depuis tout petit. Après, ce qui est intéressant dans le parcours, c'est qu'au début, il y a un plaisir presque égotique, narcissique, à être regardé, à faire rire les gens. Et puis après, au fur et à mesure, grâce à la découverte d'auteurs, grâce à la découverte petit à petit des cours de théâtre, etc., rencontrer la parole des poètes, la parole des auteurs, et là se rendre compte que, en fait, du médium qu'on doit être, que le délire égotique, ça va un moment, ça va peut-être pour se donner confiance en soi, mais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus jouissif et de beaucoup plus grand qui est faire passer le poème. C'est-à-dire d'abord on ose monter sur scène, peut-être avec ce délire égotique que vous décriviez, et ensuite on se dit voilà, comment on transmet quelque chose, comment on passe un message. À quoi ça sert en fait, que ça serve à quelque chose, que ça sert à la poésie, quoi, à transmettre un rapport au monde différent. Et vous avez parlé d'ailleurs de la joie, l'une de ces émotions qui est au cœur de votre travail. Quelles sont les autres émotions qui vous meuvent, Louis Arène? Est-ce que la joie, d'accord. Mais vous la joie, si vous voulez, c'est pas être heureux. La joie, c'est quelque chose qui nous donne de la puissance. C'est quelque chose qui rend notre expérience de la vie plus complexe, qui nous donne la force d'aller dans la noirceur aussi. C'est pas juste être content, la joie, pour moi. C'est justement s'armer face à la difficulté de la vie, s'armer pour pouvoir affronter la barbarie, la violence de notre époque. Ça nous aide à regarder les ténèbres dans lesquelles on est aujourd'hui, qu'on traverse collectivement. C'est un pendant à ces ténèbres-là, et je crois que comme notre théâtre doit regarder ces ténèbres en face, il doit en parallèle s'armer avec cette joie-là, c'est-à-dire il doit résister. La joie, elle résiste à cette barbarie environnante. Donc c'est très complexe, la joie. La joie et la cruauté, vous êtes venu avec un texte. Oui. Vous voulez nous dire un petit parce qu'en pensant à l'émission et au travail, je suis retombé sur le théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud, qui est quand même une bible, je pense, pour moi, et puis je pense pour les jeunes comédiens ou comédiennes d'aujourd'hui. Donc je voulais lire un petit passage. Louis Arène sur France Culture. Dans la période angoissante et catastrophique où nous vivons, c'était il y a presque 100 ans qu'il a écrit ça, nous ressentons le besoin urgent d'un théâtre que les événements ne dépassent pas, dont la résonance en nous soit profonde, domine l'instabilité des temps. La longue habitude des spectacles de distraction nous a fait oublier l'idée d'un théâtre grave qui, bousculant toutes nos représentations, nous insuffle le magnétisme ardent des images et agit finalement sur nous à l'instar d'une thérapeutique de l'âme,
dont le passage ne laissera plus oublier. Tout ce qui agit est une cruauté. C'est sur cette idée d'action, poussée à bout et extrême, que le théâtre doit se renouveler. Pénétré de cette idée que la foule pense d'abord avec ses sens, et qu'il est absurde, comme dans le théâtre psychologique ordinaire, de s'adresser d'abord à son entendement, le théâtre de la cruauté se propose de recourir au spectacle de masse, de rechercher dans l'agitation de masse importante, mais jetée l'une contre l'autre et convulsée, un peu de cette poésie qui est dans les fêtes et dans les foules, les jours, aujourd'hui trop rares, où le peuple descend dans la rue. Tout ce qui est dans l'amour, dans le crime, dans la guerre ou dans la folie, il faut que le théâtre nous le rende, s'il veut retrouver sa nécessité. Le théâtre et son double, donc un extrait de ce livre écrit par Antonin Artaud. Louis Arène, qu'est-ce qui vous motive encore dans les prochains mois, dans les prochaines années? Quel auteur vous inspire pour une prochaine mise en scène, pour un nouveau partage de cette joie avec un public et avec des comédiens et comédiennes? Là, on touche tout de suite au haut du panier, c'est Shakespeare. Voilà. Vous faites pas les choses à moitié. Vous mettez en scène Macbeth, c'est ça? Oui, c'est ça. L'année prochaine? Oui, exactement, dans un an. C'est exactement ce dont on parlait, pour résumer. C'est Macbeth qui est la pièce la plus sombre de Shakespeare, la plus terrible, qui est pour moi un écho au temps que nous sommes en train de traverser, et qui doit, que l'on souhaite avec tous les membres du Moonstrom, de faire de ce moment de théâtre un rituel pour justement affronter ces ténèbres-là collectivement, nous donner de la force et nous rassurer pour nous dire que notre joie ne sera pas vaincue. Merci beaucoup Louis Arène d'être venu dans les Midis de Culture. Je rappelle que votre mise en scène du mariage forcé de Molière, c'est d'abord jusqu'au 1er mars au Théâtre du Rond-Point avec la troupe de la Comédie Française que je vais reciter. Judy Sicard, Sylvia Berger, Christian Eck, Benjamin Laverne et Gaël Camilindi. Donc ça c'est pour Paris, et puis ce sera en tournée ensuite le 20 et 21 mars au Théâtre de Colombes dans les Hauts-de-Seine, et puis du 4 au 14 avril prochain, ce sera au Théâtre des Célestins à Lyon. On vous met bien sûr toutes les dates sur le site de France Culture, et vous transportez la même boîte, la même scène dans tous ces théâtres. On est d'accord? Oui, oui. On termine l'émission en musique comme tous les jours. On a sélectionné 2 chansons. Alors là, c'est à vous de choisir. Soit c'est une musique de film, soit c'est une musique de boîte, puisqu'on parle de cette boîte. De boîte, oui, de boîte de nuit. L'indice, c'est une boîte, c'est une musique pour danser. Alors, c'est à vous de choisir. Donne-moi la boîte. La boîte et la danse. Alors, la boîte. Vous auriez pu danser sur la table du studio. Louis Arène, merci beaucoup. Ne me poussez pas trop. Merci d'être venu dans les Midis de Culture. Une émission préparée par Aïssatou Endoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. Comme au théâtre, on remercie ceux qui sont derrière la vitre du studio. L'émission est réalisée par Félicie Fogère, et à la prise de son ce midi, c'est Mélodie Esman. Merci de nous avoir suivis. À demain.